Mon Dieu, je comprends rien ce truc. Salut tout le monde, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Comment ils vont ceux-là? Ça a été les vacances? Aujourd'hui on va parler d'un film où des extraterrestres qui conduisent des assiettes en aluminium réveillent les morts avec pour le titre Dracula. Ah ouais, ça annonce la couleur. Bienvenue dans cette review de Plan 9 from Outer Space, aka le chef-d'œuvre des mauvais films, mais est-il plus mauvais que Disaster Movie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour être informé des futures sorties. Objectif 3000 abonnés. Et bien évidemment, n'hésite pas à lâcher le like et à donner ton avis en commentaire. C'est parti, générique. Avant de parler de ce chef-d'œuvre intergalactiquement foireux, nous allons parler de l'homme derrière le désastre. Ed Wood. Ah, Ed Wood, comment ne pas parler de lui en ayant une émission qui parle de mauvais films? Dans les années 50, Ed Wood est un jeune réal qui a une idée simple. Faire du cinéma coûte que coûte. Sauf que quand t'as zéro budget, des acteurs en bout de course, des décors en carton et aucun sens du montage, bah ça donne un résultat légendaire dans sa médiocrité. Ed Wood a bien entendu plusieurs films à son actif, l'un des plus connus c'est Glen ou Glenda ou Louis ou Louise en français, un film plutôt avant-gardiste pour son époque puisque ça parle de la transidentité, sujet extrêmement rare au cinéma en 1953. Si ce film sortait aujourd'hui, les gens diraient que c'est un film woke. C'est surtout un sujet qu'il connaît plutôt bien parce que Ed Wood était lui-même transgenre, ce qu'il assumait complètement, pour même devenir sur certains tournages habillé en femme. Le réalisateur est aussi connu pour Bride of the Monster en 55, une copie un petit peu foireuse de La fiancée de Frankenstein, mais son fait d'armes le plus célèbre, Plan 9 from Outer Space, sorti en 1957. Plan 9 from Outer Space démarre sur des prédictions de Chris Well, qui sera le narrateur de cette histoire. C'est après un enterrement que nous retrouvons Jeff, pilote d'avion qui discute avec la tour de contrôle qui se réveille justement d'une petite sieste. Hyper pratique ça s'il y a un problème avec l'avion. Ouais, mais on est bien avant le World Trade Center. Et nous sommes dans les années 50, donc... Le trou du cul ou quoi? Quand soudainement apparaît le micro. Très clair, très net en 4K Full HD alors qu'on est en 1957 et ça c'est exceptionnel, bravo monsieur Ed Wood. Mais aussi venu des cieux, une soucoupe volante que seuls les pilotes verront car... Une fois la soucoupe posée, une femme vampire attaque les fossoyeurs. Jouée par Myla Nurmi, connue pour son rôle de vampira que vous devez connaître de visu ou ne serait-ce que par sa parodie dans les Simpsons. Après qu'un vieil homme soit sorti de chez lui... became a tomb. Mais oh, A sweet memory of a joyous living. stop! Bah quoi, fais pas ta drama queen, c'est juste un vieux monsieur qui sort de chez lui. Oui, merci, j'ai vu. Ce qui me dérange, c'est l'audio-description. Le problème, c'est que le narrateur se met d'un coup à nous décrire ce qui se passe dans la scène et qui est l'homme que l'on voit à l'écran. Sauf qu'on est au cinéma, si tu veux nous montrer quelque chose, bah filme-le et intègre-le à ton film. En fait, si je m'attarde sur ce passage, c'est parce qu'il y a une vraie explication à ce choix de mise en scène. L'acteur présent à l'image, c'est Bela Lugosi, qu'on a vu jouer dans pas mal de films d'horreur de l'époque. Il est connu principalement pour avoir joué l'une des versions, si ce n'est la version la plus célèbre du conte Dracula. Sauf que Bela Lugosi meurt en août 56 après être sorti de désintoxication car l'acteur était accro à la morphine et d'autres joyeusetés. Pour anecdote, ce sera officiellement le premier acteur hollywoodien de l'histoire à avoir reconnu publiquement avoir été en centre de désintox. L'acteur qui répondait au nom de Bela, et les gens du coin ne voulaient pas le Sheila, était l'un des acteurs fétiches d'Ed Wood et était vendu comme une tête d'affiche malgré la déroute de Lugosi qui avait fortement perdu en popularité après l'arrivée de Boris Karloff. Ce nom ne vous évoque peut-être rien mais il s'agit de l'acteur qui joue la créature de Frankenstein, rôle que Bela Lugosi a refusé, ce qui sera une monumentale erreur de sa part car Frankenstein sera un succès qui éclipsera Lugosi et son Dracula. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'Ed Wood, réalisateur inconnu au bataillon, a pu recruter une grande star comme Bela Lugosi, tout simplement parce que ce dernier était considéré comme artistiquement mort et puis personne ne voulait travailler avec lui. Et donc, pour son troisième film, Ed Wood proposera une nouvelle fois un rôle à Lugosi. Mais l'acteur mourra avant le tournage de Plan 9. Ce qui rend la situation un petit peu délicate. Ah ouais d'accord, mais comment ils ont fait du coup? Ils ont repris des images d'un film jamais sorti et ils ont intégré un texte explicatif par-dessus, d'où cette scène un petit peu bizarre. Et pour les autres scènes où il est censé, je sais pas, interagir avec les personnages du film, on va très vite y venir et à mon avis t'es pas prêt. Et vous non plus. Le vieil homme meurt, les fossoyeurs se font retrouver, ce qui déclenche une enquête policière pendant qu'en parallèle notre pilote Jeff et sa femme Paula discutent en terrasse jusqu'au moment où une soucoupe apparaît faisant chuter tout le monde. L'un des policiers se fait tuer par la vampire et on en vient à ta question Billy, à savoir comment ils ont fait pour les interactions avec les autres personnages alors que l'acteur est mort. En réalité, c'est très simple, ils ont utilisé une méthode plutôt technique à mettre en place qui, mine de rien, demande beaucoup de réflexion et d'ingéniosité, surtout pour l'époque. Cette technique révolutionnaire de cinématographie avancée, que je vais vous montrer à l'image, s'appelle la méthode du « Je suis caché ». Tu ne me vois pas derrière ma cape, tu ne sais pas qu'en fait je suis une doublure parce que tu ne vois pas mon visage. Je vous jure
que la presque totalité des scènes où ce personnage apparaît, il est comme ça, là, caché derrière sa cape. Hop là, Billy le beau gosse. C'est après un cri aussi peu crédible que le Dracula derrière son rideau tel la commère du quartier que le policier sera tué puis enterré avant que nous rejoignions la soucoupe volant principale où on apprendra qu'en fait les aliens ramènent les morts à la vie parce que... on va découvrir la raison un peu plus tard et à mon avis vous êtes encore moins prêts que pour Ridicula. Après cela, Jeff se prépare à partir pour un nouveau vol. But I'll be locked up in there. You promise you'll lock the doors immediately? Leaving here until you're locked safely inside. Ferme-moi cette foutue porte. Merci. Waouh, c'est vrai que ce détail réclamait une scène aussi longue et aussi interminable. If you're especially nice, I may even lock the side door. Tu comptes jouer à ça toute la vidéo? Ah pardon. Après une seconde scène d'exposition inutile dans l'avion, nous retrouvons Paula couchée, prête à s'endormir quand tout d'un coup, je suis caché. Et vous remarquerez qu'elle a oublié de fermer la porte. Connard. Après que Captain Dracula ait échoué à attraper Paula, Fichtre, qui a mis Ali ici? Je ne peux rien faire, je suis bloqué. le policier revient à la vie. L'armée finit par prendre en charge cette histoire et envoie un colonel sur les lieux de l'événement où ils sont rejoints par Bella Ciao qui va avaler le policier. Regardez, le policier recule, voilà, il tire, ça sert à rien, et hop, plus de policier. Magie! Et là, le vampire se change en squelette. Non, c'est pas la chute d'une mauvaise blague. Magie! C'en est trop, nos héros décident d'aller parler aux aliens dans leur soucoupe volante où on apprendra qu'en réalité leur objectif est de protéger l'univers des humains car ils construisent des armes toujours plus puissantes et ont peur que l'humanité construise une bombe solaire. Et les morts vivants dans tout ça? Ah, on y vient enfin, alors pourquoi ils ramènent les morts à la vie? En fait, on a ramené vos morts à la vie parce qu'on est des drama queens et qu'on avait besoin d'attention pour se sentir exister. Ils ramènent les morts à la vie pour se faire remarquer parce que les humains refusent d'admettre leur existence. Je vais détailler un petit peu parce que j'ai peut-être pas tout dit. La réalité, c'est qu'en fait, l'armée et le gouvernement refusent d'admettre leur existence auprès de la population. Officiellement, il n'y a pas de soucoupe et ils le disent même dans cette scène. You realize there's a government directive stating that there is no such thing as a flying saucer. Mais officieusement, ils ont jamais dit que ça existait pas. Ils savent tellement que les soucoupes sont là qu'il y a une scène où l'armée leur tire dessus avec le colonel qui regarde les vaisseaux avec ses jumelles une fois, deux fois, trois fois. C'est marrant, il ressemble au gars sur ma vignette de frigo. Ah oui? Il a rend luxe. Ils en parlent pas officiellement pour éviter un mouvement de panique, parce que justement les soucoupes apparaissent partout dans le pays, à la vue de tous, même lui là, il est au courant de ces apparitions. Bonjour, moi c'est Patrick, alcoolique de trottoir. Bonjour, moi c'est Steve, alcoolique de tramway. Donc ils ont beau le cacher à la population le sait, et pourquoi ils ont pas déployé des morts partout dans le pays d'ailleurs, puisqu'ils sont partout? Dans les villes, dans les campagnes. Mon dieu que ce scénario est con, même pour une époque où la SF était un genre tout sauf populaire. Et il se termine comment le film? Il se termine en confirmant exactement ce que je viens de dire. Les humains et les aliens se confrontent dans un combat épique. La soucoupe finit par repartir en explosant et le film se termine sur le colonel qui dit « Hey, faut admettre qu'ils sont vachement plus avancés que nous quand même !» Je comprends la réputation de ce film. Alors, on est certes en 1957, soit bien avant Star Wars, bien avant Star Trek, bien avant La Planète des Singes et quelques temps avant Doctor Who. À cette époque, la SF est un sous-genre, pour autant ça n'empêche pas que des films équivalents et surtout supérieurs existent. On pourrait parler bien évidemment du célébrissime Guerre des Mondes, mais je préfère prendre en exemple Earth vs The Flying Saucer, sorti en 1956, un an avant Plan 9 donc. Ce film nous raconte une histoire d'invasion extraterrestre, mais sans les morts vivants, et ce film nous propose ça comme soucoupe volante. Maintenant, les soucoupes de Plan 9, comparons l'intérieur du vaisseau des deux longs métrages, ouais, y a pas photo, et pour finir, tant qu'on y est, regardez les extraterrestres, y a un effort plus prononcé d'un côté que de l'autre, hein. Je suis un chibre de l'espace. On a donc établi une valeur étalon qui nous permet de dire que oui, Plan 9 from Outer Space, même pour son époque, c'est une catastrophe. Je veux bien que Plan 9 souffre d'un faible financement, mais justement, en 1963, soit seulement 6 ans plus tard, la BBC lance pour un budget bien plus moindre ceci.
Tous les fans de la série le savent, hein, et j'en fais partie, Doctor Who a toujours été une série fauchée, et surtout à son lancement en 1963. Mais pour autant, Doctor Who prouve que malgré un budget très serré, avec quelques astuces et un petit peu de réflexion, on peut créer un environnement de SF crédible. Pour l'époque en tout cas, parce que ok, Ed Wood avait peut-être un budget serré, et ça se ressent dans les décors principalement, qui sont très pauvres, souvent sur fond noir, neutre, peu de contraste, même pas une petite brume dans le cimetière, ou vraiment vite fait, très peu de plans extérieurs qui auraient pourtant pu permettre d'économiser sur le budget relativement faible et offrir un intérieur de vaisseau plus crédible. Par exemple, les soucoupes sont ratées, comme on l'a vu, les costumes des extraterrestres sont minimalistes, qu'ils ressemblent à des humains, c'est pas le plus dérangeant, mais au moins, mais des antennes, des oreilles pointues, ou je sais pas, modifier les voix éventuellement, comme ils l'ont fait dans notre exemple comparatif. We'll have 2 of your lunar days, or 56 days of... Abonne-toi à la Lucky Zone, sinon on va t'enculer. Mais le budget n'excuse pas tous les problèmes. Il y a des faux raccords à foison, ce foutu micro alors que le film commence à peine, beaucoup trop de plans fixes et de scènes à rallonge rendant le rythme soporifique, les décors sont pauvres comme je le disais, la menace est pas crédible, on a du mal à comprendre les réels enjeux et c'est mal joué. Le scénario va dans tous les sens et nulle part à la fois. Cette scène de dialogue, oui, on y revient. Alors ok, il a fallu gérer le décès de Bela Lugosi, mais pourquoi expliquer qui il est? Savoir que c'est un vieil homme seul suffisait, je pense, surtout que son développement de personnage narratif apporte rien à la suite du film et qu'à côté on a des personnages qui eux sont centraux, qui n'ont aucun développement et visiblement ça pose pas de problème. Parce que oui, d'où elle sort Vampira? Alors ok, hein, ils peuvent ramener les morts à la vie, mais à part un enterrement au début du film, personne n'est mort et rien n'indique que Vampira est la personne qui se fait enterrer au début. Et en plus, si tous les morts récents sont ramenés à la vie, pourquoi les 2 fossoyeurs, eux, ils restent morts? Parce que c'est pas des têtes d'affiche, c'est ça? Vous êtes raciste? Le message du film, cliché de l'époque, autour de la guerre froide et des armes nucléaires, est très mal exécuté. Et pourquoi ces personnages? C'est littéralement Vampira, Dracula et le monstre de la version foireuse de la fiancée de Frankenstein. Ed Wood a pris des personnages de films existants joués par leur interprète. C'est comme si vous preniez, je sais pas, Johnny Depp, Henry Cavill et Brad Dourif et que vous fassiez jouer ensemble un pirate, un super-héros et une poupée tueuse dans un film réunissant les trois. Ed Wood a réuni des personnages d'autres films, il les a fait jouer par leurs acteurs et il les a refaits en moins bien et les a mis dans Plan 9 juste pour le clin d'œil. Comme dans Disaster Movie quoi. Oh merde, il a raison. Ouais bon ok, sauf que je considère Plan 9 from Outer Space toujours moins pire que Disaster Movie, hein. Pour moi ce dernier est toujours numéro 1 sur la liste des pires films de tous les temps, suivi par Arthur Malédiction. Oui parce que ok, Plan 9 est raté, fauché, mal exécuté, mais pour autant on ressent quand même de la sincérité derrière. Il croyait en son projet, bien que mal fait, mal amené, il a voulu dénoncer la montée en puissance de l'humanité depuis l'invention de la bombe nucléaire. Quand on regarde sa filmographie que je vous ai ultra résumée, on constate qu'il a une certaine passion quand même pour la création. C'est un battant qui veut raconter des histoires. On a parlé du budget et on s'en est même moqué, mais justement c'est la preuve ultime qu'il y a de la sincérité derrière ce projet. En effet, Plan 9 a été financé par des pasteurs évangélistes. La première condition était d'utiliser les images de Bela Lugosi pour attirer du monde en salle. Et oui, comme je le disais, Lugosi a refait parler de lui à ce moment-là pour sa désintox, et quand il est décédé, forcément ça a fait un peu de bruit, ce qui a permis à l'acteur de redorer un petit peu son image. Donc quand Ed Wood annonce avoir les dernières images de Bela Lugosi qui souhaite les intégrer à son film, bah ça lui donne un argument de poids. Alors un argument de poids, certes, discutable moralement, mais un argument de poids quand même. À savoir que ça fait de Plan 9 non pas le premier film, car d'autres l'ont fait avant, mais l'un des premiers cas célèbres d'utilisation d'images d'un acteur décédé pour les besoins d'un long métrage qui a fini avec le temps par devenir un véritable débat dans l'industrie et encore plus de nos jours avec les effets spéciaux qui ne cessent d'évoluer. C'est donc pour ça qu'il y a cette scène absurde que ce personnage est intégré malgré tout au film au forceps, alors qu'il n'est pas franchement très efficace ou même utile à l'histoire. La seconde condition pour que l'église finance son projet, c'est que l'équipe du film se fasse baptiser, ce qu'ils vont bien évidemment faire. Le gars a fait une conversion religieuse et a forcé son équipe à en faire tout autant pour financer son film. Si ça c'est pas être prêt à tout au nom de la création. D'ailleurs cette détermination à toujours créer l'amènera par la suite à réaliser des films pour financer ses autres projets. Il avait malheureusement plus le choix, hein. Après l'échec et les mauvais retours de ses premiers films, notamment Plan 9, bah plus personne voulait le financer, il a donc dû se débrouiller. Ed Wood c'est un mauvais réal, hein. Y a pas de débat là-dessus, je dis pas le contraire, mais c'est pas un mauvais créatif. Il a de l'astuce dans les idées même s'il est maladroit dans sa façon de les exprimer. Il a des choses à dire. Ed Wood, bah, c'est un youtubeur avant l'heure finalement. Il a des choses à clamer, il veut se faire connaître, mais il a qu'une caméra, 3 bouts de ficelle, peu de visibilité, et pourtant il y va quand même. Ed Wood est peut-être juste venu au monde trop tôt, hein. Il serait né à l'époque d'internet, il aurait pu faire ses créations tranquillement, faire sa communauté, et peut-être vivre de sa passion. Soit ça, soit il galérerait à faire 3000 abonnés, il aurait un taf vraiment pas ouf à côté, et il serait obligé de faire jouer un ours en peluche parce qu'il a pas beaucoup d'amis. Enfin voilà quoi.
Plan 9 from Outer Space, c'est mauvais, hein, mais c'est un mauvais film sincère. Et alors certes, moi ça me permet de faire du contenu sur internet, mais quand je vois le nombre de mauvais films sortis depuis les années 50 surtout au nom de l'argent, bah je suis désolé mais j'ai envie d'applaudir l'œuvre d'Ed Wood, parce qu'à défaut d'être bonne, bah elle est faite avec une sincérité rare. Après Plan 9, Ed Wood fera encore quelques films qu'il a dû financer comme il a pu, comme je vous l'ai dit, avant une longue descente aux enfers qui le plongera dans l'alcoolisme, qui finira par le tuer en 1978. C'est en 1980, après la sortie d'un livre, que le réalisateur sera finalement mis en avant comme étant le pire réal de tous les temps. Et le pauvre finira par retrouver quelques lettres de noblesse en 1994 grâce à un biopic éponyme réalisé par Tim Burton. Et oui, Tim Burton a réalisé un film sur Ed Wood et c'est l'un des films les moins connus de sa filmographie et c'est bien dommage parce que je vous jure qu'il est vraiment bien et je l'ai d'ailleurs utilisé pour illustrer mes propos dans cette vidéo. Si cette review de Plan 9 from Outer Space t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ainsi qu'activer la petite cloche. Un rappel, objectif 3000. Sur ce, je vous dis à la prochaine Hein, c'est vrai que la communauté a pas de nom. Luxonautes. Les Luxonautes. C'est de la merde. On adopte. À la prochaine les Luxonautes. Je me dédouane totalement de ce choix de nom pour la communauté, les Luxonautes. Les merdes. Je suis